Bienvenue à la ferme biologique du Bec et Loing. Dans cet épisode, nous allons vous raconter comment nous appliquons les concepts de la permaculture à notre ferme, qui est une petite ferme, 20 hectares, 4500 m² seulement cultivés en maraîchage diversifié, et puis également des vergers, des animaux, une petite forêt. Actuellement, 8 personnes travaillent sur le site, réparties sur 3 secteurs. La recherche, car nous menons un programme de recherche avec AgroParisTech et l'INRA, la production agricole, et puis les formations qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Voilà 10 ans que nous sommes arrivés dans cette magnifique vallée, classée zone Natura 2000 d'ailleurs. Et initialement, cet endroit n'était pas du tout une ferme. D'ailleurs, au départ, notre rêve à nous, c'était de l'autosuffisance. Bien vivre, manger des bons produits, c'était vraiment ce petit cocon familial avec des choses saines. Voilà, on voulait élever nos enfants dans un cadre qu'on avait un peu rêvé. On avait une petite ferme qui trottait dans notre imaginaire depuis des décennies pour moi, et on a plongé dedans. On était très mal préparés dans l'aventure, et pourtant en 2006, j'ai réussi à convaincre Perrine de prendre le statut d'agriculteur professionnel. On a démarré tout en traction animale avec Winnie, que voilà, notre collègue de travail depuis 8 ans maintenant, très mal préparé à ce qui nous attendait en fait. Oui, avec Winnick, mais aussi avec une belle brouette de naïveté et un monde d'idéalisme qu'on s'imaginait devenir réalité. Les premières années ont été super difficiles, franchement galères, jusqu'à la découverte de la permaculture en 2008. Et là, ça nous a donné vraiment un nouvel élan. On sentait que dans notre quête d'une agriculture naturelle, on avait un fabuleux outil pour nous aider à progresser. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'on s'est mis à chercher un petit peu frénétiquement, un peu partout à travers le monde, des solutions purement techniques qui allaient nous aider. Nous aider à bien soigner les sols, nous aider à produire beaucoup sur un minimum de surface. Notre projet était dès le début assez clair. On voulait produire avec un minimum de recours aux énergies fossiles, en faisant tout à la main, avec notre cheval, etc., avec l'énergie du soleil. Et de façon surprenante, c'est en traversant l'Atlantique, en se dirigeant vers les États-Unis, que nous avons trouvé une source d'inspiration absolument majeure. Et cette source, c'était la micro-agriculture bio-intensive. Alors John Jevons a été le grand initiateur de ce mouvement, suivi par Eliot Coleman aussi, donc nous nous sommes beaucoup inspirés ici. Et chose assez amusante, Eliot Coleman lui-même s'est inspiré de Français. Absolument, ces deux grands pionniers américains nous ont envoyés vers notre histoire, notre héritage à nous, parce que les maraîchers parisiens du 19e siècle arrivaient à produire une nourriture suffisante dans la ville pour nourrir toute la capitale. C'était vraiment de très grands virtuoses d'avant la mécanisation, donc du coup leurs techniques sont directement relativement utilisables ici. Et on ne s'est pas contenté de cette technique-là, puisqu'on est allé chercher aussi en Asie, où il y a une tradition absolument millénaire de techniques agricoles simples, manuelles et extrêmement efficaces, avec un soin infinitésimal donné au sol, comme le savent le faire les Asiatiques. Et comme ça me parlait beaucoup, je me suis beaucoup inspirée d'eux. Ce sont des exemples d'une agriculture jardinée. Bien sûr, dans notre projet, qui était de produire vraiment beaucoup sur très peu d'espace, on s'est également inspiré de l'agriculture biologique contemporaine. Donc certaines techniques mises en œuvre ici viennent tout simplement de l'agriculture bio. Donc vous comprenez bien, hein, la permaculture c'est bien plus qu'une super méthode de jardinage naturel. Elle peut inspirer des réalisations extrêmement différentes. D'autant plus qu'on cherche à l'adapter à chaque contexte, à chaque lieu et surtout aux porteurs de projets. Donc ce qu'on va vous présenter ici à la ferme du Bec et Loing, c'est en rien une ferme exemplaire, un modèle à suivre et à photocopier pour le dupliquer un peu partout. C'est juste notre ferme qu'on a développée de manière quand même très intuitive au fil des ans. Le fruit de nos expériences et de nos bêtises voilà, aussi. on est des gros curieux, on adore tester toutes sortes de choses. On se plante régulièrement, il y a beaucoup d'échecs ici. Il y a aussi des trucs qui marchent. Et c'est un petit peu tout ça qui donne la ferme du Bec et Loing telle qu'elle est aujourd'hui.
Voilà un dessin qui donne une idée de ce que la ferme est devenue au fil des ans. On voit effectivement tout un entrelac de jardins. Le jardin mandala où on se trouve, le verger des Bastiges, le verger des Demi-Tiges, celui qu'on appelle le jardin de la rivière. Là on a les îles jardins, la forêt jardin tout autour, les mares bien sûr, puis la petite rivière qui serpente autour, l'écocentre, notre maison. Une chose qui frappe peut-être, c'est l'omniprésence des arbres. Pour nous, l'arbre, c'est vraiment le pilier des jardins. Ce sont les arbres qui sauveront la planète. Donc on en a planté partout, 1000 arbres fruitiers à peu près, ils ne sont pas tous représentés là, et de 500 variétés. Les arbres sont très importants, ils rendent plein de services écosystémiques. On a conçu la ferme un peu comme un tableau. Ce qui était premier chez nous, c'était la quête de beauté. On était dans une quête d'harmonie, de beauté, et on ne recherchait pas du tout la performance économique. Et finalement, au fil des ans, on s'est aperçu que ce type de dessin très imbriqué, etc., se révélait aussi très productif. Et c'est comme si la productivité, l'abondance avait été une sorte de cadeau de la nature qui était venu en plus. L'observation des écosystèmes montre que les zones d'échange entre deux milieux sont toujours les plus riches. Alors quand on a des zones d'interface comme ça, extrêmement développées, comme l'interface terre-eau par exemple, qui est toujours très productive, on augmente la productivité du milieu. Le jardin mandala, où on se trouve, c'est un plan circulaire qui est vieux de plus de 3200 ans. En fait, c'était des dessins de jardin qu'on a retrouvés par dizaines de milliers autour du lac Titicaca. Ils viennent d'une civilisation précolombienne qui est vieille de plus de 3200 ans. Et ça me plaît beaucoup finalement que les techniques qu'on utilise le plus ici à la ferme, comme la culture sur butte, la forêt-jardin, soient des héritages des peuples anciens, des peuples premiers, et viennent de la nuit des temps en fait. Et je trouve ça très beau que ces techniques millénaires se révèlent extrêmement productives et écologiques. En quelque sorte, c'est comme si ces peuples d'autrefois faisaient un cadeau à l'humanité d'aujourd'hui pour qu'elle puisse se nourrir demain. Eh bien, la ferme, il y a 8 ans, quand nous avons commencé, c'était cela. Un herbage, comme celui-là. Pas de mares, pas d'arbres. Il nous a fallu donc beaucoup de travail pour obtenir cela. Une mosaïque de petits ensembles avec des jardins, des vergers, des mares. Le tout sur 1,2 hectare extrêmement productif, entièrement travaillé à la main et qui a créé des emplois pour plusieurs personnes. Dix ans après sa création, on constate que la production devient de plus en plus abondante et en même temps les jardins sont quand même de plus en plus naturels. Et ça c'est super intéressant parce que habituellement on est formaté pour opposer protégeons l'environnement ou alors développons les activités humaines. Et grâce à cette dimension permaculturelle, on a l'impression qu'ici on arrive à concilier les deux. La production n'a de cesse d'augmenter d'année en année, mais il y a de plus en plus de faune, de flore sauvage, la terre s'enrichit, etc. Donc on voit qu'on arrive quand même à concilier nourrir les humains et guérir la terre. Et l'enjeu est de taille, parce que selon la FAO, si l'on voulait nourrir décemment tous les êtres humains, eh bien il faudrait doubler la production alimentaire d'ici à 2050. Rendez-vous compte. Sachant qu'en plus, pendant les 40 dernières années, nous avons détruit 30% des terres arables de la planète. Le challenge est incroyable. Dès lors, comment nourrir l'humanité de demain alors que la planète ne cesse de se dégrader ? C'est là que des solutions bio-inspirées, c'est-à-dire inspirées de la nature qui a un génie de plusieurs milliards d'années, prennent tout leur sens. En fait, on a souvent l'impression d'en être qu'au tout début d'une immense aventure. C'est comme si on avait un continent vierge à explorer qu'on pourrait baptiser l'agriculture permaculturelle. Quand on fait un design en permaculture, bien évidemment, il faut tenir compte des spécificités du lieu. Ici,
nous avons choisi de cultiver dans un fond de vallée. Or, ce fond de vallée, depuis le néolithique, n'a jamais été cultivé. Et pour cause, nous avons compris pourquoi. Regardez un petit peu ce sol. Nous avons sur la surface, que je montre ici avec la baguette, 10 premiers centimètres d'une terre qu'on pourrait dire arable, mais dont on sait, depuis qu'on a des analyses de sol, qu'elle n'est guère fertile, parce que toute la fertilité de cette couche arable est complètement bloquée par un agglomérat calcique, il y a beaucoup de calcaire, de calcium, et puis juste en dessous, eh bien, on a un espèce d'agglomérat d'argile, de l'argile décomposée qui ressemble un petit peu à du sable. Et vous imaginez bien que les végétaux dans ce milieu-là ne sont pas du tout contents. Ce n'est pas là qu'ils vont aller chercher les nutriments dont ils ont besoin pour pousser. Donc finalement, notre entreprise depuis ces 8 ans, ça a été de créer du sol. Souvent, on aime à dire qu'on est producteur de légumes, de fruits, mais aussi et surtout de sol, pour faire en sorte que les végétaux soient en bonne santé. Alors comment avons-nous fait pour créer cette fertilité, pour créer ce sol? Eh bien nous avons utilisé des composts, nous mulchons également beaucoup le sol, nous utilisons des engrais verts. Le but étant véritablement de recréer du sol pour faire en sorte d'avoir ces végétaux qui poussent dans les conditions les plus optimales possibles. Le design en permaculture, c'est quelque chose de très créatif et d'assez rigolo finalement. On s'amuse beaucoup avec nos petits designs et puis ça devient une manière de penser, et presque une seconde nature. Et on cherche toujours comment est-ce qu'on pourrait améliorer, gagner en efficacité, etc. Alors, dans notre boîte à outils, on a un concept qui est fort utile, c'est le concept des zones. L'idée est très simple dans les zones. Ça consiste à positionner au plus près des installations humaines les éléments qui demandent le plus de soins. Par exemple, près de la maison, on va mettre le potager. Et puis, à l'inverse, le plus loin de nos habitats, on va mettre les éléments qui demandent moins de soins, comme par exemple une forêt. Alors ici, dans notre cas, on avait un problème à la ferme, parce que les jardins sont créés au sud de la rivière, qui est une zone non constructible, et l'endroit où sont lavés, conditionnés les légumes, c'est l'entrée de la ferme, c'est la boutique, et c'est à 150 mètres d'ici. Donc je ne vous raconte pas tous les trajets, les allers-retours en brouette avec des charges assez lourdes. Ça occasionnait beaucoup de fatigue et de perte de temps. Alors on a revu notre design. Le design, c'est jamais figé, c'est toujours quelque chose d'évolutif. Et il y a 2 ans, on a créé cette serre atelier. Et ça nous a un peu changé la vie. Parce qu'on s'est fait ici un beau poste de travail. On a la balance, on a de quoi conditionner les légumes, un poste de lavage ici, on a tous nos outils, les fournitures pour le maraîchage. Ça nous sert aussi de lieu de réunion pour faire nos petits briefings du matin. Et donc du coup, en quelque sorte, on a modifié les zones pour remettre un centre névralgique au cœur des jardins. On dit actuellement en permaculture que l'être humain, c'est la zone 0,0. Et puis la maison, qui est quand même notre centre, c'est la zone 0. Et dans la zone 1, qui peut avoir des formes variées, on va donc positionner ce qui demande le plus de soins. Le potager, le tas de compost, les herbes aromatiques juste devant la cuisine, etc. La zone 2, des éléments qui demandent moins de soins, comme par exemple des petits fruits, le poulailler et tout. Et puis ainsi de suite, zone 3, 4, jusqu'à la zone par exemple 4, on va dire que ça va être des bovins ou des grandes cultures, des éléments qui n'ont pas forcément besoin d'être visités souvent, ou une forêt pour faire du bois de chauffage. Et en zone 5, on va laisser une zone la plus sauvage possible. Dans notre design, on essaye de laisser un petit sanctuaire pour la nature, un endroit où elle n'est pas perturbée par les humains, où on évite d'aller, de manière à ce qu'elle puisse un peu respirer sans avoir notre présence qui est parfois un peu suffocante. Voilà, c'est tout simple cette histoire de zone, mais mine de rien, ça nous permet de gagner énormément en efficacité et du coup en qualité de vie.
Non, j'en ai pas. J'ai déjà récolté pour aujourd'hui et là il en reste un peu. Dans un design permaculturel, on accorde une grande importance au climat et à l'établissement de microclimats. Alors ici, notre vallée, on n'était pas particulièrement gâtés parce qu'on est entouré de collines et comme l'air froid est plus dense, il coule le long des pentes et il s'accumule dans le fond de la vallée, ce qui fait que ici on a un climat assez froid et humide. Et puis en plus c'est un couloir de vent puisque l'ouest est là et donc avec l'orientation ouest-est, on avait beaucoup de vent. Alors on a tenté d'y remédier en implantant la forêt-jardin en fer à cheval derrière nous, dans le secteur ouest, ce qui fait qu'elle coupe le vent qui arrive sur ces îles dans tout ce secteur-là. Et puis un deuxième élément qui nous a permis de créer un microclimat vraiment intéressant, ce sont les mares. Toutes ces mares-là jouent un rôle de tampon thermique et elles adoucissent les écarts de température. Et puis également, elles réfléchissent une partie des rayons solaires de manière indirecte. Donc c'est la conjonction de ces deux facteurs, l'abri du vent et le rôle des mares, a permis de créer sur ces îles un microclimat extrêmement intéressant. À partir de l'herbage initial, nous avons créé une mosaïque de petits milieux dans la ferme. On voit ici, juste à côté de nous, les mares, le pré-verger avec les animaux, cette île jardin sur laquelle nous nous trouvons, qui est un espace intensément cultivé, et puis la forêt jardin juste derrière nous, qui joue parfaitement son rôle de brise-vent. Donc en fait, 4 milieux qui interagissent, qui échangent avec tout un tas de circulations, de biomasse, d'animaux, etc. Alors ça illustre parfaitement le fait, comme on l'a évoqué, que chaque élément remplit plusieurs fonctions. Par exemple, la forêt-jardin, on a vu son effet brise-vent. Bien sûr, elle produit une abondance de nourriture, de bonnes choses. Elle donne également de la biomasse, la taille des arbres et des buissons, des orties qui viennent nourrir nos animaux, qui viennent nous servir à pailler nos buts de culture. Et en parlant des animaux, eh bien, ces éléments-là aussi remplissent plusieurs fonctions, puisqu'ils nous donnent leur force de travail. On fait du fumier avec ce qu'ils nous offrent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez sympa de travailler avec les animaux. Éventuellement, ils peuvent manger les résidus de culture. Et en plus, comme nous sommes ferme pédagogique, c'est toujours d'un attrait majeur que d'avoir des animaux dans un système. Les mares sont très importantes pour nous. D'abord, il y a la beauté, il y a le côté un peu magique de se dire qu'on arrive sur nos îles jardins. Et puis, on a évoqué leur rôle dans le microclimat. C'est vraiment une source de fertilité. Les roseaux poussent super vite. Pareil, ils nourrissent les animaux, ils peuvent nourrir les êtres humains et ils nous font un excellent paillage. Il y a aussi la vase qui se dépose, qui est très concentrée en nutriments. Et puis, il y a les grenouilles qui aident à manger les limaces, nos copains les canards coureurs indiens qui font de même. Et autre principe qu'on peut voir se décliner sur cette île et de façon assez intéressante, c'est le principe de l'effet lisière. En permaculture, on insiste beaucoup là-dessus. Vous savez, la lisière, donc l'endroit qui est la conjonction entre deux milieux différents, eh bien c'est l'endroit où se concentrent toutes les interactions au niveau de la faune, au niveau de la flore. Donc c'est là qu'on a le plus de richesse en termes de milieu. Quelles qu'elles soient d'ailleurs, ces fameuses richesses. Et ici, rien de tel que cet effet lisière. Entre la mare et l'île, on en a déjà un. Entre la forêt-jardin et l'île, on en a un autre. Entre les mares et le pré-verger, encore un autre, etc., etc. Et cet effet lisière, c'est vraiment ce que nous sommes appliqués à reproduire le plus souvent dans la ferme. En fait, la ferme, c'est une mosaïque de petits milieux qui s'interpénètrent les uns avec les autres et on maximise systématiquement au niveau de la lisière, les interactions qu'il peut y avoir entre les différents éléments. En partant de l'herbage initial qui était vraiment pauvre, on aurait peut-être nourri 2 moutons maigrichons ici. On a créé une sorte de micro-système agro-sylvo-pastoral. C'est pas un gros mot, agro parce qu'il y a des cultures,
Silvo parce qu'il y a des arbres et pastoral parce qu'il y a des animaux. Et pour nous, une manière vraiment élégante de pratiquer notre métier de paysan, c'est d'essayer justement de croiser ces éléments. L'arbre, la plante cultivée, l'animal. Le résultat, c'est qu'on a une île, alors qu'on a vraiment très peu de sol ici, extrêmement fertile. 200 mètres carrés cultivés qui sont d'une productivité incroyable. Et l'aboutissement de la mise en place de ces petits milieux, si esthétiquement il est assez sympa, il est assez satisfaisant, il l'est aussi en termes de fertilité, ça nous l'avons dit, mais il l'est aussi au niveau gustatif. Et ça c'est important parce qu'au final nos légumes, il nous faut les vendre. Et du retour que nous avons des clients, ils nous parlent toujours d'une authenticité du goût de ce que nous produisons. Donc finalement, ce genre de démarche permaculturelle, c'est bon pour nous puisqu'on gagne vraiment en qualité de vie. On n'a pas à se forcer pour aller au boulot le matin dans un environnement aussi joli. C'est créateur d'emplois, ça restaure les paysages, mais c'est également très intéressant en termes écologiques. L'auto-fertilité du système progresse d'année en année. Sans parler de la création de sol, on a constaté que depuis 6 ans qu'on a créé cette île, on a gagné peut-être 10 cm d'épaisseur de terre arable grâce au paillage qu'on amène de manière répétée. Et une dernière chose qu'on n'a peut-être pas évoquée, tout est pensé pour l'ergonomie de la personne qui va intervenir dans ce milieu. Tout est fait pour que ce qui pourrait être un labeur s'avère finalement être un plaisir. Et ça, c'est très important. Nous, on a énormément de plaisir à travailler dans cet espace. Bill Mollison, fondateur de la permaculture, disait « Le plaisir est aussi une récolte ». Et dans l'introduction du premier livre, Permaculture One, Bill Mollison et David Holmgren écrivaient également « Vous allez peut-être dire qu'on cherche à recréer le jardin d'Éden. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche de chercher à faire beau et réjouissant pour tous les sens? Une ferme comme ça donne la nourriture pour le corps, pour les émotions, pour l'âme même, avec cette puissance de vie dans laquelle on est immergé toute la journée. Et pour nous, ça a été extraordinairement gratifiant de créer ces jardins parce qu'on a eu le sentiment véritablement de co-créer avec la nature. On a cherché à se mettre humblement au service des forces de la nature, des forces de la vie. Et on a eu l'impression que la nature, quelque part, n'attendait que ça et qu'on était récompensé au centuple. Et finalement, il y a une sorte de paradoxe réjouissant, c'est que ce milieu est créé par les êtres humains, quelque part, parce que c'est nous qui l'avons pensé, dessiné, designé. Mais la nature joue sa partition, elle s'est quelque sorte emparée du projet. Et quand on voit le résultat 8 ans après la création, on se dit que c'est véritablement une co-création entre l'être humain et la nature. Et ça laisse entrevoir le fait qu'on peut vraiment nourrir les êtres humains et contribuer à guérir la planète. Cette série de films met en image notre livre « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes ».